Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture de mes 4 dernières lectures en roman cette fois-ci. Donc on va commencer par une suite de sagas. Le tome 3 des Messagers des Vents, Gardiens des Feux de Clélia Vick, publié chez MSK. D'abord les titres. Les couvertures de cette série sont, je trouve, très réussies. Voilà, c'est très joli, petit point futilité. Alors, rapidement, dans le tome 1, on va rencontrer Eriana, une demoiselle qui va se retrouver par tout un tas d'aventures, plongée dans un monde dans lequel on a donc les 4 éléments, le feu, l'eau, le vent et la terre. Et elle va se retrouver au cœur même d'une prophétie avec 2 autres jeunes filles, puisqu'elles elles vont partir en quête de quelque chose en particulier. Voilà, on est dans un type de fantasy qui de base est assez classique, l'univers est très sympa. Par contre, pour moi, j'ai un souci avec cette série. Voilà, c'est le tome 3, pourtant, donc il y a 4 tomes. J'ai donc lu les 2 premiers au mois de mai, et donc celui-là, je l'ai lu en juillet. C'est une série qui est distrayante, voilà, qui est sympathique, mais quand je lis, je reste à distance du livre. Je ne rentre jamais complètement dans l'histoire. Je n'ai pas d'attachement au personnage. Je ne suis pas impliquée dans ce que je lis. Les pages défilent, mais je reste assez neutre. Voilà, ça se lit. C'est pas mal, hein, voilà. Mais au final, j'ai pas d'attachement, j'ai pas de... Voilà, je reste à distance et je n'intègre pas cette lecture. C'est vraiment un peu gênant. Ça en fait une lecture un peu mitigée au final. Sur les 3 tomes, ça m'a fait ça. Sur la première partie du roman, on va dire la première moitié, ben, même s'il y a des événements qui se passent et un certain nombre de choses se déroulent, je trouve ça lent, je trouve ça poussif, j'ai du mal à avancer. Et puis la deuxième partie, ça s'accélère. Et du coup, je suis plus accrochée et je lis davantage avec entrain. Alors toujours, voilà, en restant malgré tout à distance. Et puis, je me suis également rendu compte que c'est une histoire que je n'imprime pas. Mon cerveau ne mémorise pas cette histoire. Je suis convaincue que d'ici 1 an, j'aurai tout oublié. Ou quasi tout. Hein, j'aurai quelques détails en mémoire à mon avis, mais c'est pas une série qui va me marquer. Et c'est vraiment assez rare pour le souligner. Je n'imprime pas. Je n'imprime pas ce que je lis. Alors quand je le lis, voilà, j'ai pas de soucis, hein, mais bon, c'est une série avec laquelle je reste perplexe. Il y a aussi autre chose, c'est qu'au début de chaque tome, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je la lis assez rapprochée. Le 4e tome, je le lirai soit en août, soit en septembre, de la même manière. C'est qu'au début de chaque tome, on n'a aucun rappel. On n'a aucun rappel des tomes précédents. Alors comme en plus, je ne me rappelle pas forcément de ce qui s'est passé avant, c'est un peu embêtant des fois. Clairement, je suis un peu embêtée par rapport à ça. J'aurais bien aimé avoir une carte qu'on n'a pas non plus. Alors là, c'est pas essentiel la carte. Je comprends pourquoi il n'y en a pas. Hein. C'est pas essentiel. Les mondes sont assez bien expliqués, mais je pense que ça aurait été pas mal quand même d'avoir une carte. Et puis dernière chose, elle a des termes qu'elle a inventés. Voilà, qui sont intéressants. Et j'aurais bien aimé avoir un espèce de lexique à la fin où on me réexplique les termes parce qu'on n'a pas de rappel et en plus on ne nous réexplique pas certains termes. Alors, on a notamment, là je viens de tomber dessus par hasard, l'Empaïs, les Guératiel, on a Lina et Linaro. À mon avis, si vous avez lu trop longtemps avant le tome 2, ou le tome 1 d'ailleurs, c'est pas évident de tout se rappeler. Vraiment, je trouve que le lexique manque un peu, à mon avis. Une petite liste ou je sais pas. Bref, ça manque aussi. Alors, est-ce que c'est juste moi? Parce que comme j'imprime pas forcément l'histoire dans mon cerveau, je retiens pas non plus la signification de certains termes. Alors, ça revient vite, hein, parce qu'avec le sens, le contexte, vous arrivez à retrouver ce que ça veut dire assez vite. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein, on n'est pas perdu non plus. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est une série qui me laisse perplexe. Alors je lirai le 4e tome quand même parce que malgré tout je trouve que l'univers il reste riche et intéressant. Voilà. Je pense vraiment que c'est avec le style de l'auteur que j'accroche pas spécialement. J'avais lu également Je suis là de la même autrice. Et alors là j'en garde quelques souvenirs quand même. C'est un one shot un peu plus contemporain
qui m'avait pas non plus laissé un peu, j'étais un peu de marbre aussi. Donc je pense que vraiment c'est le style de l'autrice qui est avec moi. Voilà, je reste neutre. Voilà, je suis pas touchée par sa manière d'écrire et c'est un, je suis vachement déçue. Je suis vachement déçue parce que j'aimais bien l'idée des 4 éléments, tout ça. Bon, bref. Bon, je dirais le 4e tome parce que j'ai quand même envie. Voilà, il y a des éléments qui me donnent envie de savoir comment ça se termine. Et puis voilà, mais bon, je doute pas que cette série trouve son public et elle le trouvera encore. Hein, c'est juste qu'avec moi, ça reste moyen. Voilà, les gardiens des feux. Oui, c'est ça, gardiens des feux de Clélie Havitt. On passe à toute autre chose. On va passer à un policier avec Paul Cleave ne fait confiance à personne, que j'ai ici publié chez Sonatine. Je pense qu'il doit être paru en poche aussi, il me semble. Dans ce thriller, on va suivre Jerry Gray, j'étais en train de chercher le nom, un célèbre écrivain qui va découvrir malheureusement qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et on va suivre toute l'histoire de son point de vue à lui. On va avoir 2 manières différentes de nous raconter cette histoire. Le présent, la période actuelle, et également le passé 1 an avant donc le présent de l'histoire, c'est-à-dire au moment où il va découvrir, à partir du moment où il apprend qu'il a Alzheimer, jusqu'à maintenant, la période de l'histoire, via un espèce de carnet, journal intime qu'il décide d'écrire au moment où on lui annonce qu'il est donc atteint d'Alzheimer. J'ai bien aimé cette lecture, c'était mon premier titre de Paul Cleave, ça ne sera pas le dernier je pense parce que j'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé la thématique intéressante, je n'avais jamais lu de titre avec un personnage principal atteint d'Alzheimer et en plus, je ne sais plus si je l'ai dit, probablement, c'est Jerry qui nous raconte l'histoire, donc on est intégralement dans sa tête à lui, donc je vous laisse imaginer, on est dans la tête de quelqu'un qui a Alzheimer, donc on est perdu très souvent, on ne sait plus ce qui est la réalité de ce qui est son imagination, on confond, on est perdu, mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il l'imagine, est-ce qu'il l'interprète, enfin voilà, du coup on est perdu une bonne partie du texte, très souvent, très souvent on est perdu. La partie dans le carnet, elle est assez intéressante aussi puisqu'on a l'évolution de la maladie. Alors, concernant le traitement de la maladie d'Alzheimer, moi c'est une maladie que je ne côtoie pas dans mon entourage. Donc je ne sais pas si elle est bien traitée ou pas, voilà, d'un point de vue des gens qui connaissent vraiment cette maladie. Moi, ça m'a paru tout à fait cohérent et probable, voilà, de ce que moi je connaissais de cette maladie. Ça m'a paru assez bien traité. Voilà. Après, je n'en dirai pas plus puisque voilà, je ne la connais pas d'un point de vue médical, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, rien ne m'a paru déplacé ou choquant de ce que j'en connais. Toujours la même chose. Donc c'était voilà, plutôt intéressant. On a une première partie du roman voilà, que j'ai trouvé un petit peu lente. Voilà, je trouve que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, malgré tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous savez, vous avez le fameux bon, c'est bon, j'ai compris le contexte, quand est-ce qu'on démarre, voilà, qui arrive à un moment quand même, je me suis dit, oula, là, il faudrait que tu attaques un peu sur le nœud du truc. Mais sinon c'était bien. La deuxième partie est beaucoup plus intense, rapide. Je trouve que la fin c'est une prise de risque de la part de l'auteur et j'ai toujours pas décidé en fait si j'ai bien aimé ou pas la fin. C'est très si elle m'a plu ou si elle m'a déçu, pardon. Je sais pas, je suis toujours pas décidée avec moi-même, hein, donc voilà, je sais pas. Je pense qu'en tout cas c'est une fin qui peut donner lieu à débat, voilà, pourquoi pas. En tout cas, elle a le mérite d'être voilà, d'être une vraie prise de risque et d'être plutôt intéressante, voilà. Juste à l'arrière, on compare à Shutter Island, c'est toujours, de la part des maisons d'édition, c'est toujours hyper risqué de comparer à des monstres comme Shutter Island, par exemple, où vous savez, sur tous les livres de fantastique ou d'horreur, vous avez Stephen King a adoré ce genre de choses. Moi, je trouve ça très très dangereux parce qu'on met parfois la barre très très haut. Alors moi, ça n'a pas été mon cas parce que clairement, je ne lis pas forcément les 4e et je ne fais pas forcément confiance à ce qui est derrière. Donc, voilà, moi, je ne suis pas partie comme ça, donc vraiment, je suis partie neutre. Et voilà, c'était une bonne lecture et puis bah, je pense que je peux vous la recommander. Voilà. Bonne lecture, Paul Cleave de chez Sonatine.
on passe à toute autre chose. On reste dans le thriller, alors pas thriller, on va dire plutôt policier. Donc j'ai lu un classique de la littérature policière asiatique. Edogawa Ranpo, le démon de l'île solitaire, que j'ai chez 10-18 avec une couverture que j'aime beaucoup. Ici, on va suivre Minura, un jeune homme voilà, qui va tomber amoureux d'une demoiselle et malheureusement, cette demoiselle va se faire assassiner dans un contexte un petit peu mystérieux, voilà, dans une pièce complètement close. Donc, comment cela est-il possible? Voilà. Donc, il va décider de mener l'enquête pour découvrir qui a tué sa fiancée. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé également. Donc oui, en gros, par le Cléliavite, voilà, le reste est plutôt des bonnes lectures. J'ai beaucoup aimé ce texte. On a une première partie qui est assez classique dans le sens où elle m'a beaucoup fait penser à des romans de type Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, donc policier anglais où il ne se passe pas forcément des milliards de choses, mais où vous allez avancer dans l'enquête avec, vous savez, la fameuse technique où le personnage principal rencontre quelqu'un qui va lui raconter quelque chose, qui va avoir une importance pour l'enquête. Voilà, on est dans ce schéma-là. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux policiers anglais. Vraiment, ce genre de choses, vraiment, ça prend son temps. Voilà, vraiment, ça prend son temps. On avance petit pas par petit pas. Et puis, on a une deuxième partie qui m'a vraiment beaucoup surprise. On bascule dans complètement autre chose. Complètement autre chose. Dans un côté plus glauque, plus malsain, plus malaisant. Voilà, on va typiquement basculer dans l'éroguro. Donc l'éroguro, l'érotisme grotesque dont Edogawa Ranpo est considéré comme un des créateurs de ce mouvement artistique. Donc, vite fait, l'éroguro, c'est donc un courant artistique, donc peinture, photo, roman, dessin, enfin, tout ce que vous voulez. Il doit y avoir également peut-être des films, j'ai jamais vu, mais c'est fort possible. D'ailleurs, je pense que Freak Show peut-être peut rentrer dans cette catégorie d'érotisme grotesque, de l'éroguro. Donc c'est un courant qui romantise, sexualise tout ce qui est difformité, tout ce qui est étrangeté, que ça soit la difformité physique. Alors typiquement, voilà, les nains, les siamois, les géants également, les personnes qui vont, les bossus, voilà, tout ce genre de choses, tout ce genre de difformité humaine. Mais également, on va avoir de l'érotisation de la violence, de l'érotisation du gore, voilà, vraiment, on est vraiment dans quelque chose d'assez... c'est très spécial, voilà, c'est très particulier, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc dans cette deuxième partie, je trouve qu'on bascule un peu dans ça. Alors, il n'y a pas de scène trash, honnêtement. C'est vraiment juste dans l'ambiance, dans la sensation. Vous savez, cette espèce d'ambiance un peu, c'est malaisant, c'est gênant, c'est voilà. Moi, malgré tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment. Je peux vous le recommander. Voilà, si le côté... alors déjà, il faut aimer la littérature asiatique, hein, typiquement. Et puis voilà, si le côté un petit peu glauque, un petit peu malaisant vous intéresse ou ne vous rebute pas, en tout cas, je peux vous le recommander. Ça reste après tout, hein, l'enquête en elle-même, elle reste classique en dehors de cette ambiance générale qui est un peu particulière. Sinon, pour le fond de l'histoire, ça reste, c'est un meurtre avec une enquête à résoudre. Ça reste classique. Il y a juste deux choses qui m'ont gênée. Alors, c'est un texte qui date de 65, non, 60, non, je sais plus. N'importe quoi, 1930. C'est un texte qui date de 1930, donc il y a notamment, il me semble de mémoire, 2 scènes avec de la cruauté animale. Voilà. Donc, alors ça dure pas des pages et des pages, c'est vraiment maximum un paragraphe, mais il y a 1 ou 2 scènes qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont fait mal à mon petit cœur. J'ai trouvé ça horrible. Donc voilà, et il y a aussi une autre thématique, on va parler à plusieurs reprises de l'homosexualité. Alors c'est pas du tout la thématique principale, absolument pas. Mais alors l'homosexualité est dépeinte quand elle est abordée d'une manière un peu, enfin un peu non, pas un peu, qui est complètement
complètement improbable. On a une explication de l'homosexualité que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi, clairement. Je ne sais pas si c'était les vraies opinions de l'auteur, mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'a un peu sorti de ma lecture en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, voilà. Donc, il y a voilà, ces deux choses-là qui sont un petit peu gênantes. Voilà, il faut les replacer dans son contexte, certes, mais les scènes restent présentes. Et voilà, voilà, c'est des éléments. Alors, la violence animale, j'ai une scène dont je me rappelle très bien, et il me semble qu'il y en a une deuxième un petit peu avant, qui m'avait moins marqué, mais ça me semble bien qu'elle est là. Et par contre, les réflexions sur l'homosexualité, elles reviennent à plusieurs reprises tout au long du texte, et elles peuvent gêner certaines personnes parce qu'effectivement, ces réflexions oui, sont complètement à côté de la plaque, clairement, on va le dire. Mais bon, une fois qu'on met ça de côté et qu'on a conscience en tout cas qu'elles sont à côté de la plaque, le roman en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Et je vous le recommande, donc Edogawa Rampo, le démon de l'île solitaire. Et dernière lecture, Morgane Audic. De bonnes raisons de mourir, publié chez Le Livre de Poche. On va lever le mystère, hein, j'ai adoré ce titre. Je l'ai juste adoré, je pense que c'est un petit coup de cœur. Même est-ce qu'on peut dire un gros coup de cœur? Je le saurai sur le long terme, voilà, parce que moi j'ai tendance à attribuer entre guillemets le coup de cœur sur le long terme. Là, actuellement, c'est un petit coup de cœur. Voilà, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, je dirais ah non, c'était un énorme coup de cœur. Voilà. Mais actuellement, ça reste un petit coup de cœur. C'était une super lecture. Ici, on va suivre 2 personnages principaux. Je regarde derrière pour ne pas mélanger les noms. Joseph Melnik et Alexandre Rybalko, 2 policiers. L'un est basé à Pripyat, en Ukraine. Pripyat, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la ville où se situe la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a explosé en 1986. Et l'autre flic est russe et tous les deux, pour des raisons très différentes, ils vont se retrouver à enquêter sur un meurtre qui a donc eu lieu à Pripyat, et ils vont vite se rendre compte que ce meurtre est lié à des événements qui ont eu lieu en 86, la nuit même de l'explosion de la centrale nucléaire. J'ai adoré ce titre. Déjà, je pense que l'emplacement, la thématique générale de Tchernobyl, c'est un sujet qui m'intéresse énormément depuis très très longtemps. Pour ceux qui ont vu la série télé Tchernobyl, vous allez complètement retrouver certains événements dont il parle dans le roman. Ça va vous rappeler des images que vous avez vues dans la série. C'est absolument évident. C'est une thématique que je trouve extrêmement intéressante. Vous allez apprendre plein de choses. Alors, si vous avez vu la série, peut-être pas, mais sinon, plein de choses sur ce qui s'est passé en 86, mais également sur ce qui se passe encore maintenant à Tchernobyl, notamment sur les retombées, sur tout l'environnement de l'Ukraine qui a été complètement détruit, très abîmé par l'explosion nucléaire, et qu'il est encore maintenant, hein, voilà, par les retombées radioactives. C'était le mot que je cherchais et que je ne trouvais pas. Donc vraiment, vous allez apprendre plein de choses, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je pense je crois savoir hein, qu'il a fait des recherches sur ça, et c'était tellement intéressant. L'environnement en lui-même, il est super passionnant. J'ai trouvé que les 2 personnages principaux, ils sont mais tellement attachants. Tellement attachant. On a le vieux flic bourru qui a passé toute sa carrière à Pripyat. On a Rybalko, le flic russe désabusé. Enfin voilà, c'était super intéressant. Ils sont hyper attachants. J'ai trouvé que c'était bien fait. Je suis rentrée dans l'histoire tout de suite. Je l'ai lu en 2 jours. Alors il fait 600 pages, je crois. Ouais, 600 pages. Donc certes, je ne travaillais pas, mais je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai beaucoup aimé la fin. Franchement, pour moi, ça a été une vraie réussite. Et d'ailleurs, j'ai mis les autres titres de Morgane Audic dans ma wishlist. Et je compte bien voir si c'était juste l'environnement de Tchernobyl ou si vraiment c'est l'écriture. Parce que pareil, j'ai trouvé que son écriture, elle était hyper fluide. Ça passe tout seul. Je suis ultra convaincue. Je vous le recommande à 10 000%.
Je pense qu'on l'a vu quand même pas mal sur les différentes chaînes, sur les blogs et tout ça. Il a eu un prix des lecteurs. Alors je sais pas si c'est le prix des lecteurs du livre de poche. Je sais pas, c'est pas précisé, mais en tout cas, moi je trouve que c'est amplement mérité. C'était une excellente lecture et si vous n'avez pas encore compris, je crois que je l'ai déjà dit au moins 2 3 fois, je vous la recommande. Voilà, Morgane Audic, De bonnes raisons de mourir. Et on va s'arrêter là. 4 titres différents, intéressants. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert des titres et que je vous ai pourquoi pas donné envie d'en découvrir certains. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.